Bonjour à tous, c'est la suite de nos aventures en algèbre linéaire avec la suite du chapitre 24 consacré aux applications linéaires en dimension finie. Le thème du cours d'aujourd'hui est inscrit sur le tableau. On va parler de forme linéaire et d'hyperplan. Alors sur ces deux mots, vous en connaissez un. Il y a un autre terme que vous ne connaissez pas, forme linéaire, que l'on va donc définir à présent. Donc on va définir ce que sont ces objets, en donner quelques exemples, quelques propriétés basiques. Pour commencer, donc définition tout d'abord. On considère comme toujours un cas espace vectoriel E, donc je ne vais pas essayer de le rappeler dans les hypothèses, ce qu'on va appeler une forme linéaire sur E, une forme linéaire sur le cas espace vectoriel E, et bien en fait ça va juste être une application linéaire qui va de E dans K qui désigne comme d'habitude R ou C, donc c'est un élément de l'ensemble que l'on a noté L de E, virgule K. Voilà pour la définition de forme linéaire sur E. Avant de donner quelques exemples, une notation. L'ensemble des formes linéaires sur E va donc pouvoir être noté comme ceci, donc L de E virgule K, comme c'est inscrit au-dessus, donc les applications linéaires qui vont de E dans K. Il pourra aussi être noté, cet ensemble-là, E étoile, comme ceci. Vous savez que c'est un espace vectoriel parce que d'une manière générale, lorsque E et F sont des espaces vectoriels, l'ensemble des applications linéaires de E dans F est muni d'une structure d'espace vectoriel. Par conséquent, ça c'en est un cas particulier, donc c'est un espace vectoriel. Ce E étoile qui est ici, on l'appelle parfois espace vectoriel dual de l'espace vectoriel E. J'insiste pas trop sur cette terminologie qui n'est pas vraiment, plus vraiment au programme. Mais on peut trouver ce terme-là parfois. Alors, je voulais juste vous l'indiquer. Alors, des exemples, surtout des exemples pour commencer. Alors, un exemple très naïf pour commencer. Vous prenez E, un espace vectoriel quelconque, et vous considérez l'application F qui va de E dans K et qui à tout vecteur V associe 0. Et bien voilà un joli exemple d'application linéaire, celle qui envoie tout vecteur de E sur 0. Évidemment, elle est linéaire, évidemment, elle va de E dans K. Et cette forme linéaire particulière s'appelle la forme nulle, forme linéaire nulle. Je suis désolé pour cet exemple très naïf, mais je voulais quand même vous le donner parce que cette forme linéaire nulle, c'est quand même un élément privilégié à l'intérieur de E étoile, puisque c'est le neutre pour l'addition dans l'espace vectoriel dual. Pour donner des exemples non triviaux de formes linéaires. Alors il faut savoir qu'il y en a beaucoup, tout d'abord, et puis qui se rangent dans différentes catégories. Alors il y a tout d'abord les catégories qui sont liées à la géométrie que vous avez fait quand vous étiez tout petit. Exemple 2, on prend l'application F qui va de R2 dans R et qui a un couple de réels, x, y, associe le réel, x moins y. Cette application-là, elle est évidemment linéaire. Elle va de R2 dans R. Ceci, c'est une forme linéaire sur R2. Forme linéaire sur R2. Donc, je l'écris ici, forme linéaire sur R2. Après, je ne le réécrirai pas pour les exemples suivants. Je le mentionnerai simplement oralement. Mais c'est pour juste rappeler la définition. Une forme linéaire sur R2, c'est une application linéaire qui va de R2 dans R. Troisièmement, vous prenez l'application F qui va de R3 dans R, qui a un triplet de réels cette fois-ci, x, y, z, associe x moins y plus z. Et bien c'est encore une forme linéaire sur R3, donc c'est un élément de L de R3, virgule R, parce qu'elle est évidemment linéaire et parce qu'elle est à valeur dans R, c'est écrit dessus. Après ces exemples, qui sont des exemples géométriques, vous comprendrez pourquoi c'est géométrique dans quelques instants, j'espère. Il y a des exemples qui interviennent assez souvent, soit avec des espaces vectoriels de fonctions, soit avec des espaces vectoriels de polynômes, qui sont ce qu'on appelle les applications d'évaluation. Alors vous prenez une application qu'on va noter EV comme évaluation, pas comme espace vectoriel cette fois-ci, en 0, disons, et l'application qui va de R3 de x dans R, et qui a un polynôme P, associe sa valeur en 0. Évidemment, ceci est encore une application qui est linéaire pour des raisons complètement évidentes, à valeur dans R, parce que c'est écrit dessus, c'est tout aussi évident. Donc ça, c'est une forme linéaire sur R3 de x qu'on appelle forme linéaire d'évaluation en 0. Observez que si à la place de R3 de x, vous aviez mis un espace vectoriel de fonction, style
l'ensemble des fonctions continues sur R tout entier, disons, à valeur dans R. L'application qui a toute fonction continue sur R à valeur dans R associe sa valeur en 0, c'est aussi une forme linéaire, et c'est une forme linéaire sur l'espace vectoriel des fonctions continues, cette fois-ci. Voilà pour ces exemples cet exemple d'évaluation. Il y en a encore deux qui sont particulièrement importants, particulièrement courants, disons. Tout d'abord, les formes linéaires qui vont être liées à la notion d'intégrale. Alors cette fois-ci, on va appeler le f, je suis désolé parce que je manque d'inspiration, l'application qui, justement, à toute fonction continue sur R à valeur dans R, disons, associe son intégrale sur l'intervalle que vous voulez ici, 0, 1, disons, l'intégrale de 0 à 1 de f. Ça, évidemment, c'est encore une forme linéaire, donc forme linéaire sur l'espace vectoriel C0 de RR. C'est encore une forme linéaire, parce que c'est une application linéaire et qu'elle est à valeur dans R. Même chose, même argument que sur l'exemple précédent, mais dans l'autre sens, si à la place de d'un espace vectoriel de fonction, l'espace vectoriel qui est celui-ci, on avait mis un espace vectoriel de polynôme, par exemple R3 de x, par exemple Kn de x, et bien à ce moment-là, on aurait obtenu encore une forme linéaire sur l'espace de polynôme en disant qu'à un polynôme P, on associe l'intégrale de la fonction polynomiale associée à P sur l'intervalle que vous voulez, style 0. Bon. Et pour terminer, on pourrait encore en donner beaucoup, hein, avec les suites, avec les fonctions, évidemment, il n'y a pas que ça. Mais le dernier qui me tenait particulièrement à cœur parce que ça va rappeler quelque chose, une propriété de calcul matriciel, c'est la trace, évidemment, qui permet de définir une application de l'espace vectoriel des matrices carrées, à n lignes et n colonnes, à valeur dans K, vers K, et qui, comme vous vous en doutez, à une matrice A associe sa trace. Ceci, la trace, c'est une forme linéaire sur Mn de K. Forme linéaire sur Mn de K. Pourquoi donc? Eh bien, c'est pas ce qu'on appelle la linéarité de la trace de lambda A plus mu B, c'est mu, lambda fois la trace de A plus mu fois la trace de B. Donc c'est une application qui est linéaire, qui est à valeur dans K. C'est une forme linéaire sur Mn de K. Donc voilà pour ces exemples-là, qui sont des exemples, disons, courants et de formes linéaires, et qui vont avoir une interprétation dans la suite des événements. Alors la suite des événements, c'est maintenant en fait, pratiquement maintenant. Alors tout d'abord, on peut observer quelque chose, une propriété, disons que c'est un lemme plus qu'autre chose. On prend un cas espace vectoriel sur lequel on ne suppose rien concernant la dimension, il peut être de dimension finie ou pas, et on considère f une forme linéaire sur E, donc une application linéaire sur E à valeur dans K. On suppose que f n'est pas la forme nulle, donc si f n'est pas nulle, c'est-à-dire si f n'est pas la forme idiote que je vous ai donnée comme exemple 1 tout à l'heure, c'est-à-dire si f n'est pas la forme qui, à tout vecteur v, associe le scalaire 0. Donc si f n'est pas nulle, alors elle est surjective. Ça signifie que l'image de l'application f, l'image de la forme linéaire f, soit c'est ridiculement petit, c'est juste le vecteur nul, quand f est nul, soit c'est tout le monde, soit c'est surjectif. Et ça, en fait, c'est une conséquence immédiate de la définition de forme linéaire et d'une propriété que vous connaissez pour l'image d'une application linéaire, explicitement, pour la preuve, qui se fait en deux lignes, essentiellement. Vous considérez f, qui est donc linéaire de E à valeur dans K, linéaire. Ce que vous savez, depuis très longtemps, c'est que l'image de f, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel d'arrivée. C'est un sous-espace vectoriel de K. Or, K est de dimension 1. Donc, des sous-espaces vectoriels de K, il n'y en a pas beaucoup. Il y a ceux de dimension 0 et ceux de dimension 1. Mais en fait, quand je dis ceux, c'est celui, à chaque fois. Un sous-espace vectoriel de K, c'est soit le singleton réduit au vecteur nul, soit K tout entier. Donc ça veut dire que l'image de f,
soit c'est juste le vecteur nul de E, d'accord? L'image de F, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 0, en clair, de K, ou l'image de F, c'est K tout entier, dans le cas où l'image de F, bah, c'est le seul sous-espace vectoriel de dimension 1 à l'intérieur de K. Si on fait l'hypothèse que F n'est pas la forme nulle, si on fait l'hypothèse que F n'est pas la forme nulle, l'image de F ne peut pas être simplement réduite au vecteur nul. Donc à ce moment-là, ça signifie que l'image de F, c'est K tout entier. Conclusion, si F n'est pas la forme nulle, alors l'image de F, c'est K, ce qui signifie que F est surjectif. Bon, alors voilà une propriété générale qui n'était pas trop dure à prouver. Bien. Ayant donc défini la notion de forme linéaire, illustrée par quelques exemples, et ayant donné la propriété générale que si une forme n'est pas nulle, alors elle est surjective, et bien maintenant, on va passer au lien qui existe entre les formes linéaires, d'une part, et les hyperplans, d'autre part. Alors, juste un rappel, finalement, on n'a pas trop besoin de ça, parce que vous connaissez parfaitement votre cours, mais ça ira mieux quand même en le rappelant. Un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel à l'intérieur d'un espace vectoriel de dimension finie. Ça c'est très important, à l'intérieur d'un espace vectoriel de dimension finie. Si E est un espace vectoriel de dimension n, un hyperplan de E, c'est un sous-espace vectoriel de dimension n-1. Donc, si E est un K espace vectoriel de dimension finie, donc de dim n appartenant à n étoiles, d'accord? C'est très important, évidemment, de se placer dans un espace vectoriel de dimension finie. Ce qu'on appelle un hyperplan de E, donc H est un hyperplan de E, c'est un sous-espace vectoriel de E, donc si H est un sous-espace vectoriel de E, et si la dimension de H est égale à 1 de moins que l'espace ambiant, n-1. Alors, la propriété qu'on va voir maintenant, et ça cette fois-ci c'est une propriété, c'est plus un lemme un peu naïf, une conséquence immédiate de la définition là, de tout à l'heure. La propriété, c'est que si justement on travaille dans un espace vectoriel de dimension finie, donc soit E, un KEV, de dimension finie, alors de dimension n appartenant à n étoiles, évidemment, pour qu'il ne soit pas trivial quand même, considérons une forme linéaire sur E non nulle, donc soit F, appartenant à donc l'espace vectoriel des formes linéaires sur E, que l'on suppose non nul, d'accord? F non nul. C'est moins lourdin finalement de l'écrire comme ça que d'écrire que F est différent du 0, mais du 0 indice L de E, K. Bon, voilà, une forme linéaire non nulle. Alors, dès qu'on considère une forme linéaire non nulle sur un espace vectoriel de dimension finie, son noyau, c'est un hyperplan de E. Car F est un hyperplan de E. Vous êtes sûr que le noyau de votre application F va être un sous-espace vectoriel de dimension n-1. Pourquoi? Et bien cette fois-ci, ceci, c'est une conséquence, une des innombrables conséquences du théorème d'Urand. En effet, donc on se place dans les hypothèses de l'énoncé, on a donc F qui va de E dans le K, qui est linéaire et qui n'est pas nul. En vertu de ce que l'on a observé tout à l'heure, puisque c'est une forme linéaire et qu'elle n'est pas nulle, elle est surjective. Donc l'image de F, c'est K tout entier. Donc le rang de F, c'est 1. Donc d'après le lemme précédent, d'après le lemme, le résultat précédent, l'image de F, c'est K tout entier, puisque la forme est surjective, du fait qu'elle n'est pas nulle. Donc le rang de F est égal à 1. Et puisque le rang de F est égal à 1, puisqu'on connaît le rang de F et qu'on connaît la dimension de l'espace vectoriel sur lequel F est défini, ben on peut en déduire la dimension du noyau avec le théorème d'Urand. D'après le théorème d'Urand, alors pour gagner du temps ici, je vais mettre d'après TR, mais entre nous ça signifiera, il faut écrire d'après le théorème d'Urand en toutes lettres, quoi. La dimension du noyau de F plus le rang de F est égal à la dimension de
de E. Alors évidemment, vous voyez, c'est là où, pour avoir le droit d'écrire ça, bah, il faut avoir supposé évidemment que E est un espace vectoriel de dimension finie. Bon. Donc du coup, on en déduit que la dimension du noyau de F, c'est égal à la dimension de E, qui est égale à n, moins le rang de F, qu'on fait passer à droite, moins 1. La dimension de KRF est égale à n-1, ce qui signifie exactement, par définition, que KRF est un hyperplan de E. KRF est un hyperplan de E. D'accord? Donc, quand on travaille dans un espace vectoriel de dimension finie, sur un espace vectoriel de dimension finie, E, et que l'on considère une forme linéaire qui est non nulle, le noyau de cette forme linéaire va être un hyperplan de l'espace vectoriel de départ. Exemple d'illustration. Alors, c'est là où justement on va reprendre les exemples qu'on a donnés lorsqu'on a donné des illustrations de formes linéaires, et puis qu'on va regarder les noyaux, en fait, à quoi correspondent les noyaux de ces différentes formes linéaires. Alors, la première de ces formes que l'on a données en exemple, c'était une application définie sur R2 à valeur dans R, et qui a un couple XY associé la différence X moins Y. Bon, alors, exemple d'illustration. La première forme linéaire qu'on avait considérée, c'est celle qui allait de R2 dans R et qui a un couple XY associé le réel X moins Y. Donc ça, on a dit que c'était une forme linéaire sur R2, forme ligne sur R2. Évidemment, F n'est pas nul. Bah, elle n'est pas nulle parce que, par exemple, quand vous prenez le couple de réels de votre choix du moment pour x moins y, vous n'obtenez pas 0. Donc vous prenez, je sais pas, 1, 0 par exemple, bah, l'image de 1, 0, c'est égal à 1, c'est différent de 0, donc f n'est pas nul. Du coup, en vertu de la propriété, puisqu'elle n'est pas nulle, eh bien ceci, ça va entraîner que KRF est un hyperplan de R2. Oui, mais attendez, KRF c'est quoi en fait? Bah, KRF, c'est l'ensemble des vecteurs de R2 qui vérifie f de xy égale 0, c'est-à-dire qui vérifie x moins y égale 0. C'est-à-dire qui vérifie y égale x. C'est-à-dire c'est la première bissectrice des axes, ce truc-là. Hop là. Voilà KRF. D'accord? Donc, de fait, KRF, c'est un hyperplan de R2. C'est un sous-espace vectoriel de R2 qui est de dimension 1. Bah oui, en fait, c'est juste une droite de R2, la droite d'équation x moins y égale 0. La forme linéaire, qui est ici, f, donne une équation du sous-espace vectoriel KRF. D'accord? Alors évidemment, je ne vais pas autant détailler sur le deuxième exemple. Le deuxième, c'était une généralisation de celui-là en 3 dimensions. Vous preniez l'application f, d'ailleurs je suis même plus sûr de me souvenir comment elle était définie. Vous m'excuserez s'il y a une modification par rapport à l'exemple qu'on avait cité tout à l'heure. Donc on prend l'application f qui est un triplet de réel associé x moins y plus z. J'avais dû mettre ça, pas garanti. Ça évidemment c'est une forme linéaire sur R3. Évidemment, cette forme f n'est pas nulle, parce que l'image du triplet 1, 0, 0, bah, c'est différent de 0. Puisqu'elle n'est pas nulle, elle est surjective. Et son noyau, KRF, c'est un hyperplan de R3. Et de fait, cette fois-ci, il y a cet hyperplan de R3, c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3 qui vérifie x moins y plus z égale 0. Et ceci, vous avez reconnu naturellement l'équation d'un plan de R3, le plan, donc, voilà, qui a pour équation x moins y plus z égale 0, un vecteur normal, c'est le vecteur de coordonnées 1, moins 1, 1, et ceci, bah, c'est donc encore un hyperplan de R3, c'est bien un sous-espace vectoriel de dimension 2 à l'intérieur de R3. Et de nouveau, la forme linéaire, plutôt les zéros de la forme linéaire, donne l'équation de l'hyperplan qui est donc le noyau de cette forme. Donc voilà pour ces deux exemples-là. On va continuer parce que c'est très important. Vous voyez,
la suite des événements. Ce sont des exemples géométriques simplement pour que vous ayez en tête des exemples naturels d'hyperplans et d'équations correspondantes, c'est-à-dire et de formes linéaires correspondantes. Alors, troisième exemple. On prend une application qui est une application d'évaluation en 1, tiens, pour changer par rapport à tout à l'heure, qui va de C3 de x dans C, et qui a un polynôme à coefficient complexe de degré inférieur ou égal à 3, associe sa valeur en 1. Ceci, c'est une forme linéaire sur C3 de x. Cette forme linéaire, elle n'est pas nulle parce que, par exemple, l'image du polynôme, tiens, l'image de x, c'est 1. Et puisqu'elle n'est pas nulle, bah, du coup, le noyau de cette application-là, de cette forme linéaire, bah, c'est un sous-espace vectoriel de C3 de x qui est un hyperplan, parce que C3 de x est de dimension finie. On applique la propriété de tout à l'heure. Donc, le noyau de la forme EV1, pour évaluation en 1, c'est donc bah, l'ensemble des polynômes appartenant à C3 de x, donc qui vérifie P de 1 égale 0. Et donc ceci, en vertu de la propriété précédente, on a une forme linéaire non nulle sur un espace vectoriel de dimension finie. C'est un hyperplan de C3 de x. Alors, au passage, ça vous évite, donc, si vous voulez, si jamais on vous demande de déterminer la dimension du sous-espace vectoriel, des polynômes, de C3 de x qui vérifie P de 1 égale 0, bah, vous pouvez donc avoir directement le résultat en une ligne, en appliquant la propriété qu'on vient de voir, et ça vous évite d'avoir à rechercher une base de ce sous-espace vectoriel. Alors, ceci dit, si vous voulez une base de ce sous-espace vectoriel, bah, c'est pas trop compliqué parce que vous pouvez utiliser la formule de Taylor dans C3 de x, que vous appliquez évidemment en 1, pour dire que bah, ce sous-espace vectoriel de polynôme, en fait, c'est rien d'autre que le sous-espace vectoriel engendré par x-1, x-1 au carré, x-1 au cube. Parce que quand vous allez écrire, en fait, la formule de Taylor dans C3 de x appliquée en 1, le fait que P de 1 soit égal à 0 bah, va vous dire finalement que le premier terme qui correspond justement à P de 1 fois x-1 à la puissance 0, bah, celui-là va être nul. Donc on obtient ceci comme famille génératrice, c'est une famille libre parce qu'elle est échelonnée, etc., etc. Donc du coup, eh bien, ce noyau, c'est aussi le sous-espace vectoriel engendré par ces trois polynômes, qui constitue une famille donc génératrice et libre de KREV1. Et donc KREV1, bah, c'est bien rassurant, il est de dimension 3. Il est de dimension 3 dans C3 de x qui est de dimension 4. C'est bien un hyperplan. Ouf, ça va, c'est rassurant. C'est cohérent avec ce qu'on avait vu avant. 3 bis. 3 bis. Vous prenez la même application, on ne va pas l'appeler EV, tiens, on va l'appeler comme ça. EV1 qui va de l'espace vectoriel des fonctions continues sur R à valeur dans R vers R, qui a une fonction f, associe sa valeur en 1. Ceci, c'est encore une forme linéaire sur l'espace vectoriel qui est l'espace vectoriel des fonctions continues sur R à valeur dans R. Cette forme linéaire, elle n'est pas nulle, toujours pour les mêmes raisons que tout à l'heure, parce que l'image de l'identité par cette application, c'est 1. Puisqu'elle n'est pas nulle, elle est surjective. Donc du coup, le noyau de cette application-là est un hyperplan de l'espace vectoriel des fonctions continues sur R à valeur dans R. C'est un hyperplan puisque vous connaissez très très bien la dimension de l'espace vectoriel des fonctions. Je ne sais pas si ça marche. Ah voilà. Puisque vous connaissez très bien la dimension de cet espace vectoriel-là. Ah bah non, alors là c'est une grosse bêtise que j'ai écrite ici sur le tableau. C'est surtout pas un hyperplan de cet espace vectoriel, pour la bonne raison que la propriété qu'on a vue précédemment ne s'applique pas ici. Ça ne s'applique pas ici parce que cet espace vectoriel-là, il n'est pas de dimension finie. Pas de dimension finie. Parce que par exemple, il admet des familles libres de cardinal arbitrairement grand avec les puissances de x, disons.
il n'est pas de dimension finie. Et donc, puisqu'il n'est pas de dimension finie, bah, la propriété précédente ne s'applique pas. Dans un espace vectoriel de dimension infinie, la notion d'hyperplan n'a pas de sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un hyperplan, c'est quelque chose qui est de dimension infinie moins 1. Bon, non, c'est ridicule. Donc, ce qu'on a écrit ici, attention, 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 ici, c'est une énorme, 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 énorme bêtise. Et donc, il faut cet exemple, ce double exemple, est donc fait juste pour illustrer le fait que dans la propriété qu'on a énoncée précédemment, donc le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan, il y a une hypothèse très très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'espace vectoriel sur lequel on travaille, le E sur lequel on travaille, doit être de dimension finie. Donc ces deux applications d'évaluation qui se ressemblent trait pour trait, vont donner lieu à des noyaux différents. La première, le noyau de la première, c'est bien un hyperplan de C3 de X, parce que C3 de X est de dimension finie, la propriété s'applique. Le noyau de la seconde n'est pas un hyperplan de cet espace vectoriel, parce que l'espace vectoriel, des fonctions C0, etc., n'est pas de dimension finie. Donc voilà pour cet exemple-là. Évidemment, vous vous en doutez, ça va fonctionner de la même manière avec les exemples liés à la notion d'intégrale. Donc typiquement, quatrième exemple, on prend l'application, je sais pas, f de nouveau, alors f qui va de R2 de x, disons, pour que ce soit pas trop long, dans R, et qui a un polynôme P associe l'intégrale, comme ça va être particulièrement rapide, l'intégrale de moins 1 à 1 de la fonction polynomiale associée à P, donc P de T dt. Évidemment, f est une forme linéaire, évidemment f n'est pas nul, par conséquent, son noyau, ici, va être un sous-espace vectoriel. Ker f est un sous-espace vectoriel de R2 de x, et puisque f est une forme linéaire non nulle, Ker f va être un hyperplan de R2 de x. Alors cette fois-ci, je ne vous ai pas raconté de blague, c'est vraiment un hyperplan de R2 de x. R2 de x est un espace vectoriel de dimension finie, donc on peut lui appliquer la propriété. Et explicitement, donc, Ker f, c'est l'hyperplan des polynômes appartenant à R2 de x, et qui vérifie donc l'intégrale de moins 1 à 1 de P est égal à 0. Et donc vous pouvez interpréter cette condition-là, comme une équation de votre hyperplan, une équation de l'hyperplan des polynômes dont l'intégrale de moins 1 à 1 est nulle. Donc, pour se rassurer, encore une fois, on n'a pas besoin de ça. La propriété permet d'affirmer que Ker f est un hyperplan. Mais on peut aussi, on aurait pu le trouver par des arguments à l'ancienne, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on peut décrire exactement ce que va être Ker f. Ker f, c'est l'ensemble des polynômes P dans R2 de x dont l'intégrale est nulle, donc c'est l'ensemble des polynômes P dont les coefficients a, b, c sont tels que a fois t carré plus b fois t plus c dt est égal à 0. Quand vous intégrez une fonction qui est impaire sur un intervalle qui est symétrique par rapport à 0, ça vous donne 0. Donc ceci, ça va, pardon pour le terme, mais ça va dégager quand vous allez l'intégrer. Donc il va vous rester, du coup, 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de at carré plus c dt. L'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique par rapport à 0, c'est nul. L'intégrale d'une fonction paire sur un intervalle symétrique par rapport à 0, c'est 2 fois l'intégrale d'un côté que vous choisissez par rapport à 0. Évidemment, ici, vous pouvez simplifier par 2, et puis il vous reste à calculer ceci. Donc, vous avez a fois l'intégrale de t2 de 0 à 1, donc ça vous fait a fois 1 tiers, donc a sur 3, plus c, évidemment, égale 0. Et donc, vous pouvez après l'écrire comme vous voulez, c en fonction de a en fonction de c. Donc, ça vous donne a égale moins 3c. Et du coup, le noyau de f, c'est l'ensemble des polynômes p qui s'écrivent ax carré plus bx plus c, avec dans le rôle de a ceci, c'est-à-dire donc qui s'écrivent moins 3c x carré plus bx plus c, c'est-à-dire c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent, vous factorisez partiellement par c, par b, donc qui s'écrivent bx plus c facteur de, que je ne me plante pas quand même, moins 3x carré plus 1. Du coup, cette famille-là, celle qui est constituée des deux polynômes x et moins 3x carré plus 1, est génératrice de Ker f, c'est-à-dire que Ker f, donc c'est le vecte de x
moins 3x carré plus 1, ou x carré moins 1 tiers, comme vous voulez. Cette famille est génératrice, cette famille est libre, alors là, parce que les polynômes sont 2 et qui sont évidemment non collinéaires. Donc c'est une base de Keref qui est bien de dimension 2. Ouf, Keref est bien un hyperplan de R2 de x. Donc ceci, c'est quand on considère l'application qui a un polynôme de degré majoré par quelque chose, associe son intégrale sur moins 1. Je vais peut-être pas refaire tout le détail, mais évidemment, vous pouvez faire un exemple 4 bis, comme tout à l'heure, où vous prenez, à la place de R2 de x, l'ensemble des fonctions, ce que vous voulez, c'est 0, c'est 1, on s'en fiche un peu. Disons sur R à valeur dans R, mais vous pouvez prendre juste moins 1 à valeur dans R, évidemment. Et de nouveau, l'application, donc qui a une fonction g, va associer l'intégrale de la fonction g de moins 1 à 1, va être une forme linéaire, non nulle, sur cet espace vectoriel-là. Et de nouveau, le noyau de f ne va pas être un hyperplan de l'espace vectoriel des fonctions continues sur R à valeur dans R, pour la même raison que dans l'exemple 3 bis, c'est que cet espace vectoriel-là n'est pas un espace vectoriel de dimension finie. Voilà pour ceci, et pour en finir avec ces exemples-là, dernier exemple, bon bah évidemment, l'inratable si j'ose dire, la trace, ça c'est vraiment un exemple de forme linéaire particulièrement célèbre. Donc l'application qui va de Mn de K dans K qui associe la trace de A. Donc c'est une forme linéaire, elle n'est pas nulle, parce que la trace de l'identité c'est N par exemple. Et puis donc bah, le noyau de l'application trace, c'est-à-dire l'ensemble des matrices de Mn de K de trace nulle. Donc l'ensemble des A appartenant à Mn de K tel que la trace de A est égale à 0. Bah donc est un hyperplan parce que c'est le noyau d'une forme linéaire qui est définie sur un espace vectoriel de dimension finie et qui n'est pas nul pour des raisons évidentes. Donc du coup, bah, ceci c'est un hyperplan de Mn de K et qui est donc bah, l'hyperplan, c'est l'hyperplan des matrices de traces nulles. Alors, c'est un hyperplan, et donc, comme tout à l'heure, alors tout d'abord, tiens, petit exercice de révision, c'est un hyperplan, donc quelle est sa dimension? Donc, bah, il faut juste se rappeler que la dimension de Mn de K, c'est n carré, et donc, du coup, la dimension de cet hyperplan, c'est n carré moins 1. Donc, la dimension de Kr de Tr, c'est égal à n carré moins 1. N carré moins 1, parce que effectivement, si vous voulez décrire complètement les matrices qui habitent dans ceci, dans cet ensemble-là, vous allez construire des matrices où vous allez pouvoir choisir les coefficients comme vous voulez. C'est pas tout à fait vrai. Les coefficients qui sont dans la matrice, il y en a de deux sortes. Il y a ceux qui sont sur la diagonale, il y a ceux qui sont en dehors de la diagonale. Ceux qui sont en dehors de la diagonale, vous pouvez les choisir comme vous voulez, pour un élément du noyau de la trace, puisque la trace, vous la calculez uniquement à partir des coefficients qui sont sur la diagonale. Donc déjà, les coefficients qui sont à 1, 2, jusqu'à 1, n, enfin bref, tous ceux qui sont strictement au-dessus de la diagonale, et tous ceux qui sont strictement en dessous de la diagonale, vous les choisissez comme vous voulez, d'accord? Ceux-là, vous les choisissez comme vous voulez. Ceux qui sont sur la diagonale, vous devez juste vous arranger pour que la somme de tout ceci soit égale à 0. Du coup, bah, au début, vous avez toute liberté de faire ce que vous voulez. Les premiers coefficients, A1, A2, et ainsi de suite, vous les prenez comme vous voulez. Vous les prenez comme vous voulez jusqu'à l'avant-dernier, AN-1, N-1. Et par contre, pour le dernier, vous devez vous arranger pour que la somme de tous soit égale à 0. Donc pour le dernier, du coup, bah, vous allez écrire moins la somme des N-1 précédents. Donc il y a juste lui ici qu'on va devoir fixer et écrire comme moins A11, moins A22, et ainsi de suite, jusqu'à moins AN-1, N-1. Du coup, si on résume, pour construire une matrice dans Mn de K dont la trace est nulle, vous choisissez les n carrés coefficients de votre matrice, tous les coefs de votre matrice, vous les prenez comme vous voulez, sauf 1.
le dernier, celui qui est ici. Donc bilan, vous en avez choisi combien? N carré moins 1. Ok, c'est pas une preuve avec des vecteurs, avec des indices dans tous les sens. Vous pouvez aussi l'écrire avec des matrices élémentaires. Ça se fait, c'est lourdingue, mais c'est pas compliqué. Mais le plus important, c'est surtout d'avoir compris le principe, c'est-à-dire que construire une matrice de trace nulle, finalement, ça veut dire que vous choisissez tous ces coefficients, sauf un, celui qui va faire en sorte que la somme des coefficients diagonaux est égale à 0. Donc voilà pour ceci, voilà pour ces exemples de noyaux d'application linéaire, ces exemples d'hyperplans. Donc je résume, la propriété phare finalement de ce cours, c'est que quand on prend une forme linéaire, que cette forme linéaire elle est définie sur un espace vectoriel de dimension finie, qu'elle est pas nulle, alors son noyau est un hyperplan de l'espace vectoriel sur lequel elle est définie. Et cet hyperplan, finalement, il a une équation, en quelque sorte. L'équation, c'est celle que l'on obtient en écrivant f de quelque chose égale 0. L'équation ici de l'hyperplan des matrices de trace nulle, une équation de cet hyperplan, finalement, c'est celle-ci. Trace de A égale 0, c'est une équation qui va caractériser les éléments de l'hyperplan qui est le noyau de TR. Donc voilà pour ce premier cours. Donc les grandes lignes, c'est la définition de forme linéaire. Donc retenez, revoyez les quelques exemples que l'on a donnés. On a commencé à faire le lien entre forme linéaire et hyperplan. En fait, ce que l'on a fait là, c'est qu'on a montré que à toute forme linéaire non nulle, on peut associer un hyperplan, sous réserve qu'on travaille dans un espace vectoriel de dimension finie. Et le but du prochain cours, ce sera de montrer que finalement, on peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à tout hyperplan, on peut finalement associer une forme linéaire, c'est-à-dire que tout hyperplan peut, d'une certaine manière, être défini par une certaine équation. Comme ici, l'hyperplan des matrices peut être défini par l'équation trace de A égale 0. Donc voilà pour ce cours. Suite des événements dans pas très longtemps. Et puis, en attendant, bon courage à vous, travaillez bien. Et donc, à bientôt pour de nouvelles aventures en algèbre linéaire.